Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous du Club Le Figaro International. Nous sommes à 75 jours des élections européennes du 9 juin et tous les indicateurs pointent en direction d'une poussée de l'extrême droite ou des partis souverainistes. Alors les eurosceptiques vont-ils prendre le pouvoir ou à tout le moins peser d'un poids accru au Parlement européen? Quelles en seraient les conséquences si l'on se réfère au programme pour l'Europe de ces mouvements? Enfin, entre Poutine et Trump, quelle est la vision du monde des souverainistes? Nous en parlons avec mes invités juste après le générique. Mathieu Gallard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur d'études au sein du département Opinion de l'Institut Ipsos. À ce titre, vous suivez de près les évolutions de la politique et de la société française et vous vous intéressez bien sûr aussi à l'Europe et même aux États-Unis, dont vous êtes d'ailleurs diplômé de l'Université San Jose State de Californie, en plus de Sciences Po, comme il se doit. Pascale Joannin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman, spécialiste de l'Union européenne et de ses politiques. Vous vous intéressez particulièrement à la place des femmes dans le système européen et vous êtes à la baguette avec Jean-Dominique Giuliani de l'opus annuel sur l'état de l'Union. Je suppose d'ailleurs que le rapport Schuman 2024 ne devrait plus tarder. D'ici un mois maximum. Au mois d'avril. Alexandre Devecchio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef des pages Débat Opinion du Figaro et du Figaro Vox sur le site lefigaro.fr. Vous vous intéressez depuis plusieurs années au phénomène du populisme ou des populismes, sur lequel vous avez écrit un livre en 2019, Recomposition, le nouveau monde populiste aux éditions du CERF. Paul Lobacher, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, c'est votre première dans notre émission. Vous êtes journaliste au service politique du Figaro, chargé de suivre l'extrême droite, un courant qui n'a aucun secret pour vous, puisque vous l'observez depuis des années, d'abord à l'Obs, puis à l'Opinion, et depuis septembre dernier, au Figaro. Alors merci à tous les quatre. On va d'abord commencer par ce sondage que nous avons publié dans le Figaro mercredi dernier, qui est l'œuvre de votre institut Ipsos, un vaste sondage dans 18 pays de l'Union européenne. On va regarder un peu les résultats et quels en sont les enseignements. On a une carte qui apparaît derrière nous. On voit que les droites, les partis conservateurs et d'extrême droite arrivent en tête presque partout. Quels sont les enseignements dominants selon vous? Je pense que l'enseignement principal de cette étude, donc, a été effectivement mené dans 18 pays, 26 000 personnes interrogées, donc c'est un gros dispositif, c'est de dire premièrement qu'il va probablement pas y avoir, ou en tout cas qu'à ce stade de la campagne, il n'y aurait pas de changement fondamental des équilibres politiques au niveau européen, mais on verrait des évolutions, des progressions, et notamment une progression effectivement de cette famille de la droite radicale qui est composée de deux groupes au Parlement européen. Deux groupes au Parlement, ID, c'est-à-dire Identité et Démocratie, et ECR, qui est les conservateurs réformateurs. Et réformateurs, exactement. Et ces deux groupes progresseraient, mais c'est un progrès qu'il faut relativiser. Dans notre projection, ils gagneraient une grosse vingtaine de sièges sur 720 parlementaires aux députés au Parlement européen. C'est une progression, mais on est très loin de la vague que certains annoncent. Pourquoi ? Parce que cette vague, elle se matérialise effectivement en France, où par rapport à 2019, on a une hausse très forte de cette droite radicale, le Rassemblement national et Reconquête. On retrouve une vague dans des proportions similaires dans quelques pays, je pense à la Roumanie par exemple, mais ailleurs, on est sur des progressions beaucoup plus faibles, voire en fait, dans un certain nombre de grands pays, la Pologne et même l'Italie, sur des reculs de ces partis de droite radicale par rapport à 2019. Vous voyez la droite radicale arriver en tête dans 6 pays. Exactement. Et l'EPP, qui est le parti qui regroupe les conservateurs de droite classique, on va dire, il arriverait en tête dans 12 pays. Exactement, il serait en tête dans la plupart des pays, et ça serait d'ailleurs ce groupe de la droite traditionnelle, on va dire, ça resterait... On voit là 4 pays importants de l'Union européenne, où en Allemagne, alors la France c'est le Rassemblement national, donc extrême droite, Pologne, coalition civique, c'est la droite classique, alors que droit et justice, c'est la droite dure, on va dire, et enfin... L'Italie, Fratelli d'Italia, où c'est aussi la droite
radical. Tout à fait. Il faut en fait descendre au 5e ou 6e pays, je crois, la Roumanie, pour tomber sur un parti qui n'est pas de droite qui arrivera en tête. Et encore, en fait, en Roumanie, c'est une coalition entre le principal parti de droite et le principal parti de gauche qui se sont mis ensemble pour ces élections européennes. Ouais. Ça nous paraît un peu baroque. Mais voilà, il faut quand même effectivement descendre assez loin. Mais ce qui ne veut pas dire pour autant que la droite dominerait massivement le Parlement européen. Nous, on a aussi regardé ce que ça donnait en termes de coalition possible, même si on sait que le Parlement européen fonctionne pas vraiment comme ça. Oui, on va regarder juste après les coalitions. Juste un mot, Pascal Joannin, ça correspond à ce que vous suivez ça aussi de très près, ça correspond à ce à quoi on peut s'attendre vraisemblablement, ou c'est optimiste? Alors, moi je trouve que l'étude de d'Ipsos Euronews est une des plus sérieuses qui a été faite et qui ressemble le plus à ce qui pourrait au conditionnel, parce qu'il reste encore 2 mois de campagne, se passer. Il faut surtout faire comprendre à nos auditeurs que la situation française, il y a 27 élections dans l'Union européenne ce jour-là, oui, dans chaque État, et donc en effet la situation française, où on voit depuis quelque temps le Rassemblement national être loin devant, ne se reproduit pas ailleurs dans la même ampleur. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'il y aurait ce résultat qui se confirmerait le 9 juin en France que tout à coup, tous les pays basculeraient de la même façon. On le voit en Allemagne, vous voyez l'AfD qui est donc un parti qui est quand même en solide 3e position. Alors, qui est en solide 3e position, il faut se méfier. Hein. Ils étaient en 2e position il y a quelques temps. Ils sont pas loin. Et puis, là, ils ont eu un congrès à Potsdam qui a fait bouer. Et là, ils sont à égalité dans le sondage avec les Verts, qu'on disait bien mal en point. Et donc, il faut se méfier. Il reste encore un peu de campagne. Oui. Vous avez en Pologne, en effet, il n'y a pas de parti idée en Pologne, hein, donc ils ne sont pas là. Hein, voilà. Et puis la Ligue, alors c'est très important la Ligue en Italie, parce qu'aujourd'hui, dans ce parti idée, qui est donc où il y a le Rassemblement national, c'est la principale force politique, parce qu'en 2019, Salvini venait de gagner les élections en Italie, et il avait 28 députés. Aujourd'hui, avec 8%, il va chuter à 8, donc il y aura moins 20. Donc vous voyez, et le Front National, enfin le Rassemblement National, pardon, qui avait fait déjà un très bon score en 2019, hein, 23%, donc il y avait déjà 23 élus, à 30, dans votre sondage, je crois, vous le mettez à 28, donc il ferait une progression seulement de 5. Mais le moins 20 de la Lega qui va avoir lieu, il peut être compensé en effet par l'AfD qui va avoir un peu plus que les 9 sièges qu'il a aujourd'hui, un peu plus de Geert Wilders, mais on ne va pas avoir, ça risque d'être, le gain risque d'être réduit par rapport, voilà. C'est pas un tsunami. Non, c'est pas. Et en France, on est un peu aveuglé par le fait que le Rassemblement national on est aveuglé parce que devant. surtout, tous les partis traditionnels que nous avons l'habitude d'avoir, Parti socialiste, Républicain, etc., on voit dans les autres pays qui sont en haut, et chez nous, ils sont en bas. Alexandre Devecchio, vous faites la même analyse ? Oui, si on fait une analyse globale, effectivement, je fais la même analyse. Ce que j'observe malgré tout, c'est que d'élection en élection européenne, malgré tout, la vague populiste, qui plus qu'une vague, je dirais, une marée montante qui monte lentement, continue à monter. Donc je pense que c'est un phénomène auquel il faut être attentif et qui dit quelque chose de la démocratie et de l'Europe. J'ai un point de désaccord avec vous, ou de précision sur la situation de l'Italie. À moins qu'on considère désormais Meloni comme une candidate européiste du système. Oui. Il y a quelque temps, on disait qu'elle était néofasciste, donc c'est une évolution. Maintenant, elle est devenue fréquentable. Voilà, ce qui remplace la Ligue, en réalité, c'est Fratelli d'Italia, qui est quasiment à 30%. Et donc, on fait 27 plus 8. Le bloc nationaliste, on peut l'appeler comme ça, est quand même à plus de 35%. Donc, c'est très important en Italie. Oui. Ils ont totalement remplacé, pour le coup, la droite classique. Vous les mettez ensemble, on en parlera tout à l'heure. Enfin, ils sont ensemble au gouvernement, tout de même. Ils sont ensemble au gouvernement avec Forza Italia. Mais ils ne sont pas dans les mêmes partis. Oui, mais c'est deux partis. Si vous voulez, quand vous regardez les relations entre Fratelli d'Italia, et vous avez raison, c'est le parti qui va monter, ils ont très peu d'être crochés avec le Rassemblement national, et même les deux femmes, puisque c'est deux femmes qui sont à la tête de ce mouvement, même si en effet il y a un président du parti en France qui est un homme, mais ces deux femmes se disent des mots absolument qui sont aigres entre elles sont pas copines du tout. Donc on peut pas les marier comme voilà. Je pense que ce qui est très important de préciser, que vous venez de pointer, c'est les relations en fait entre ces deux groupes. Quand on va parler de... C'est-à-dire ID et ECR.
Et en fait, en réalité, il faut expliquer aux gens pourquoi le Front National et Fratelli d'Italia ne siègent pas dans le même groupe au Parlement européen. En réalité, il y a des nuances de populisme, il y a des nuances de droite radicale, et qu'il y a des profonds désaccords sur énormément de sujets entre ces deux groupes ECR, donc les Polonais du PiS, Fratelli d'Italia qui sont à ECR, le RN, la Lega, et aussi le PPV aux Pays-Bas. Il y a des énormes différences et il y a des désententes majeures, et notamment, il y a une personne de l'Union européenne, c'est Ursula von der Leyen, qui catalyse les désaccords profonds entre ces deux groupes-là. Oui. Il n'y a pas très longtemps, ce week-end, Marine Le Pen a demandé à Giorgia Meloni de clarifier sa position si elle allait soutenir un nouveau mandat de Ursula von der Leyen. Il y a eu un rapprochement entre von der Leyen et Meloni. Et il y a une vague droite radicale, populiste, nationaliste, qui monte au fur et à mesure, qui transforme les équilibres nationaux, mais il n'y a pas d'entente au niveau européen de ces groupes. C'est quoi leur point de désaccord central sur les questions européennes entre les gens de ID et ceux de ECR, entre ces deux groupes de droite radicale. De degré, je dirais, que de différence radicale, c'est-à-dire l'intensité de leur euroscepticisme n'est pas tout à fait le même. Lequel des deux est le plus eurosceptique? C'est ID? C'est plutôt oui. Effectivement, le Rassemblement national et la Ligue sont sur un logiciel de rupture, malgré tout, avec l'Union européenne. Même de Zemmour et chez ECR. Il veut aller à ECR. Et il veut aller à ECR. Il n'est pas vraiment mou sur l'Europe. Il y a Fratelli d'Italia et Reconquête sont des partis plus identitaires. Disons que le cœur de leur combat, ce sont des combats sociétaux pour la défense de l'identité nationale, contre tout ce qui est wokisme, etc. Et ils ont perdu au fur et à mesure peut-être une dimension souverainiste, et notamment sur les questions budgétaires, etc. Disons qu'ils ne sont pas pour les politiques européennes menées, mais ils sont pour s'en accommoder et pour négocier avec la Commission, ce qu'a fait Meloni. Je ne pense pas qu'elle soit favorable à von der Leyen. D'ailleurs, je crois qu'elle va plutôt soutenir Mario Draghi, de ce que j'entends comme candidat pour la présidence de la Commission. Mais elle a été capable de faire des deals avec elle, notamment en matière d'immigration, que le Rassemblement national et la Ligue sont sur une stratégie de confrontation. Je voudrais qu'on regarde ce que donnait votre sondage en projection des sièges au Parlement européen. On a un camembert représentant le Parlement sortant et le Parlement futur. Voilà, à gauche, c'est le Parlement européen actuel. Bon, on voit que ce n'est pas radicalement différent, sauf que les droites radicales progressent quand même, plus 8 et plus 22. Qu'est-ce que ça donne sur la formation des coalitions possibles au lendemain des élections du 9 juin? Ce qu'on voit, c'est que nous, mathématiquement... Alors, bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le Parlement européen, ça n'est pas une démocratie représentative majoritaire, comme on l'a dans la plupart des pays européens, où on a une coalition stable qui appuie un gouvernement. On a, au Parlement européen, des coalitions qui se font sur des projets et qui changent très souvent. Donc là, on a eu, au cours de la mandature qui se termine bientôt, des coalitions très différentes. Mais ce qu'on voit, c'est que la coalition structurante, quand même, de ce Parlement sortant, qui se faisait donc entre le PPE, la droite classique, le centre-droit, les conservateurs, les chrétiens-démocrates, le groupe S&D, donc les sociodémocrates, et le groupe Renew, les libéraux. Qui arrive deuxième en nombre de voix. Ils sont vainqueurs que dans 4 pays, mais... Parce qu'ils sont très souvent seconds, et souvent un second quand même fort, ce qui leur permet quand même de rester très solide. Et Renew qui s'effondre quand même un peu. Renew qui baisse fortement. Alors c'est très intéressant. Renew, il y a renaissance, les macronistes sont dans Renew. Renaissance, et puis c'est la disparition en Espagne du parti Ciudadanos, qui était un parti de centre-droit et qui n'existe plus actuellement. Donc forcément, ça fait mal à ce parti. Mais voilà, c'est cette coalition centrale à 3 qui peut avoir la majorité. Alors on va voir les projections de coalition possibles. Voilà. Donc vous voyez, la plus probable, c'est donc la même qu'aujourd'hui. C'est cette fameuse grande coalition. SED, Renew, PPE. Exactement, qui aurait la seule qui arrive à être majoritaire aujourd'hui. Alors il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas essayer de voir... Il n'y a pas d'autre alternative, ou alors quelque chose qui rassemblerait tous les partis, sauf les 2 principaux, et encore, ça ne marche pas. Mais est-ce qu'une coalition des droites dure, PPE et... ECR et ID est envisageable? Alors techniquement, ça pourrait l'être. Elle paraît non majoritaire, mais on sait que dans le groupe non inscrit, donc le petit groupe en gris, il y a un certain nombre de partis qui sont aussi très radicalement de droite. Je pense au Fidesz notamment de Viktor Orban. Et il y en a quelques autres aussi. Mais on n'imagine absolument pas en fait une telle coalition se mettre en place, parce qu'au sein du PPE, vous avez des partis qui sont des partis de centre-droit, démocrates chrétiens. Je pense par exemple aux démocrates chrétiens hollandais
qui, mais pour rien au monde, ne gouverneront, ne feront des majorités structurelles, durables, avec des partis aussi radicaux que certains qui sont dans le groupe ID. Donc, tout ça est très théorique. Peut-être que ça peut former des coalitions ad hoc sur certains sujets ponctuellement. C'est-à-dire qu'avec les résultats que vous projetez, le plus probable, c'est le maintien d'une coalition la seule de possibilité. du centre-gauche au centre-droit. Voilà. Mais moi, j'ai vu des sondages où les partis de droite radicale arriveraient en tête dans 9 pays et en deuxième position dans 9 autres. Ça, c'était quand un tel résultat... Ça, c'est quand l'AFD était haute. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que la première grande révolution qui a eu lieu, c'est pas en 2024 qu'elle a eu lieu, c'est en 2019, puisque en 2019, pour la première fois, le PPE et SED, qui avaient toujours fait des grandes coalitions droite-gauche, depuis 1979, comme c'est un scrutin proportionnel, il n'y a pas un parti qui gagne, il faut bien se rappeler que c'est un scrutin proportionnel, donc il n'y a pas un scrutin majoritaire comme en France aux élections législatives, par exemple, donc c'est un scrutin proportionnel dans les 27, donc pour la première fois en 2019, ces deux grands groupes avaient en effet perdu la majorité, et en effet, il y a eu Renew, qui avait 102 à l'époque, je crois, avait donc complété et avait fait cette majorité. Aujourd'hui, on peut éventuellement dire Meloni a réussi à faire une coalition des droites en Italie avec à la fois le PPE, Lega et son parti, mais ce qu'elle a fait, elle, en Italie, ne marche pas, par exemple, en Pologne. En Pologne, où vous avez un affrontement entre le gouvernement actuel de Donald Tusk, qui est PPE, qui a même été président du Parti populaire européen, et les conservateurs de PiS, avec lequel, en effet, il y a de vraies dissensions. Donc, ça pourrait être, en effet, dans un monde idéal, quelque chose qui marcherait. Le PiS, c'est ID ou ECR? Le PiS, c'est ECR. Ils en sont même la principale force aujourd'hui, actuellement. Il faut rappeler que ECR, c'est une construction, quand il y avait les Britanniques à l'intérieur, le Parti conservateur, qui a quitté le PPE en 99 pour venir au ECR. Et depuis que les Britanniques sont partis, en effet, les Polonais sont loin devant. Sauf que cette fois-ci, probablement, avec les résultats que nous venons de voir sur les projections que vous avez notées, c'est en effet le Fratelli d'Italia qui va devancer, comme en effet ID ne sera plus majoritairement avec Salvini, mais plutôt en effet avec le Rassemblement national qui devrait devenir la première composante. Juste un point sur la recomposition en cours. En fait, quand on regarde les camemberts, moi je ne crois pas à l'union des droites, justement. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est une gauche qui est marginalisée finalement et un clivage qui se fait entre le centre-droit, centre-gauche, rassemblés, comme en France, finalement, derrière le macronisme, et une coalition, je dirais, nationaliste ou populiste. C'est ça, je crois, le vrai clivage aujourd'hui du XXIe siècle, avec des partis de gauche qui tendent à se radicaliser, à devenir minoritaires, et finalement, le centre-droit et le centre-gauche qui s'unissent notamment sur la question européenne, avec en face des partis souverainistes. Et même en Italie, on peut le voir de cette manière, parce qu'en réalité, la droite traditionnelle, qui est la droite berlusconiste, a quasiment disparu. Par contre, le Parti démocrate est un parti de plus en plus de centre-gauche. C'est pas du tout un parti de gauche socialiste. Donc c'est en fait c'est la gauche socialiste qui est devenue une gauche radicale. Oui, mais enfin ici, les SED, on peut pas réduire les sociodémocrates européens à une gauche radicale. Il y a tout de même... Non, justement, c'est ce que je vous dis. Dans l'évolution de la gauche, autrefois, il y avait une gauche socialiste. Je dis que cette gauche socialiste s'est divisée entre une gauche radicale qui est devenue plutôt minoritaire et qui existe dans chaque pays, et toute une partie qui est devenue social-démocrate, se rapprochant du centre-droit. C'est l'évolution qu'on a vue en France. On écoute juste une très brève intervention de Mme von der Leyen qui met en garde contre un possible résultat de ces élections. Our peaceful and united Europe is being challenged like never before by populists, by nationalists, by demagogues, whether it's the far right or it's the far left. Alors, c'est paradoxal, Paul Le Bachet, parce que les rumeurs actuellement à Bruxelles, c'est qu'il pourrait justement y avoir des discussions entre le PP, entre le Parti populaire européen et l'ECR de droite nationaliste. Une des autres différences majeures entre ID et ECR, c'est le rapport au PPE. Marine Le Pen, le PPE, là, en détestation.
C'est la droite qui a trahi, c'est comme l'UMP en France il y a quelques années, où est LR aujourd'hui. Et on voit bien qu'à ECR, il y a un rapport très très différent avec le PPE, qui en réalité participe à l'élaboration participe à l'élaboration de la commission, parce qu'il y a beaucoup de pays dirigeants au sein du PPE. À ECR, il y avait aussi beaucoup de pays dirigeants. Il y a l'Italie, il y a jusqu'à quelques mois, il y avait la Pologne. Et donc, parce qu'il y avait des partis qui étaient au pouvoir au sein de l'ECR, il fallait qu'il y ait un rapport avec le PPE pour pouvoir trouver du consensus, des compromis sur certains sujets. Et donc, il y avait un rapport très, très différent. Et d'où l'attaque de Marine Le Pen contre Giorgia Meloni ce week-end sur ses intentions de soutenir ou non un nouveau mandat de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Et c'est vraiment, pour moi, une des autres différences majeures qu'il y a entre ces deux groupes nationalistes et populistes, c'est le rapport aux institutions. C'est... Est-ce qu'on va avoir un rapport extrêmement conflictuel, comme le veut ID, avec une volonté de détricotage des prérogatives de la Commission, ou alors, comme ECR, comprendre qu'en fait, il y a déjà une Europe à 27. Plus ouvert au compromis. Il faut en fait trouver des terrains d'entente sur le déblocage des fonds européens. Comme Orban n'est pas à ECR, mais en fait, c'est un peu ce même rapport diplomatique. Il pourrait y arriver. C'est une des inconnues du scrutin. C'est la part des non-inscrits. Et si je peux me permettre, c'est un point intéressant d'ailleurs dans ces deux groupes. C'est à quel point, dans ces deux groupes, vous avez des partis qui se détestent. Vous avez parlé de la question polonaise, mais il y a par exemple Orban, le Fidesz hongrois, qui a dit qu'il voulait potentiellement aller dans le groupe ECR. Aujourd'hui, il est chez les non-inscrits depuis qu'il a quitté le groupe PPE. Le problème de ECR, c'est qu'il y a les Roumains du parti AUR qui devraient obtenir pas loin de ce que devrait obtenir le Fidesz, qui ont dit, moi, si le Fidesz entre, je pars, parce que ce sont des partis nationalistes avec des questions de minorité. Donc vous voyez que c'est très compliqué d'arriver à une cohésion de ces deux groupes. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a des recherches qui sont faites sur la cohésion des votes de ces groupes. Et ben, ce sont les deux groupes de droite radicale, ce sont les deux qui sont les moins cohésifs, on va dire. Ils ont du mal sur beaucoup d'enjeux à trouver des positions communes, ce qui est moins le cas des autres groupes. Je voudrais qu'on dise un mot des motivations du vote en faveur du vote radical, parce que, comme le dit von der Leyen, il y a aussi la gauche radicale, il y a les mélenchonistes, etc. C'est quoi les sujets dominants chez les électeurs européens avant le 9 juin? Alors, les sujets dominants chez les électeurs européens, on le voit assez clairement, il y en a un, c'est la question sociale, le pouvoir d'achat, l'inflation, les questions économiques et sociales. Et c'est vrai que ça, c'est relativement peu clivant, en fait. Tout le monde le cite comme étant... Y compris dans un scrutin européen. C'est pas l'immigration, c'est pas... Non. Parce que l'Europe n'a pas forcément un impact immédiat sur la situation économique des pays dans lesquels vivent les électeurs. Oui, ça c'est compliqué, justement, les gens ont du mal souvent à articuler les prérogatives nationales et européennes. Et effectivement, ensuite, quand vous descendez dans le détail, vous voyez que dans l'électorat de droite et de droite radicale, plus encore évidemment, ça va être les questions migratoires qui vont jouer un rôle important. Mais il y a des nuances, parce qu'effectivement, quand on va voter pour un parti, notamment pour les partis du groupe ID, pour le Rassemblement National, pour la Lega en Italie, on est beaucoup plus sur des logiques anti-establishment, anti-système, on va être beaucoup plus dans une revendication effectivement de changement des fondamentaux de la vie politique au niveau national ou européen, alors que les électeurs, et c'est très intéressant en Italie par exemple de Giorgia Meloni, désormais sont effectivement sur une logique politique beaucoup plus d'inclusion dans le système, dans lequel effectivement l'idée c'est de jouer un rôle et de changer les choses au niveau européen. Donc il y a des c'est pas du tout les mêmes électeurs en fait. Oui, mais alors j'avais trouvé un autre sondage Ipsos de décembre dernier très intéressant, dans 28 pays cette fois, sur justement l'état d'esprit des Européens, et vous arriviez à des chiffres comme 63% qui se dressent contre les élites, 59% se prononcent pour une préférence économique nationale, 58% estiment que leur pays est en déclin. Oui, on a effectivement, de manière massive dans les opinions publiques, un sentiment de déclinisme, un sentiment de rejet des élites. Et voilà, tout ça, effectivement, aboutit à ces logiques de vote populiste. Mais là encore, derrière le vote populiste, il peut y avoir des logiques très différentes, une logique de droite, une logique de gauche. Et on parle de plus en plus d'un technopopulisme que incarnerait, par exemple, Giorgia Meloni, voire même, certains l'ont appliqué à Emmanuel Macron. Donc finalement, ça ne dit pas grand-chose sur ce qu'il y a derrière en termes de programme politique. Il n'y a pas de corrélation
corrélation entre ce sentiment de déclinisme et un vote pour des partis plus radicaux ou plus souverainistes? Si, moi, je pense Alexandre Devecchio. Il y a un phénomène qu'on observe depuis maintenant une trentaine d'années, c'est des classes populaires qui se révoltent contre une mondialisation qui devait être heureuse et qui est malheureuse. Ils ont un triple sentiment de dépossession, sur le plan économique et social, où ils ont vu leur niveau de vie stagner, voire baisser, sur le plan démocratique, puisqu'effectivement la construction européenne notamment, mais aussi le poids des juges, font que les hommes politiques semblent avoir de moins en moins de pouvoir et une partie du peuple se sent dépossédé. C'était le sens du Brexit, dont le slogan était reprendre le contrôle. Et enfin, il y a un troisième sentiment de dépossession qui est quand même peut-être le plus important, identitaire, notamment face à l'immigration de masse, le multiculturalisme. Et donc la montée des populismes en général est une réaction, je dirais, des classes populaires face à ce triple sentiment de dépossession. Maintenant, dans le mouvement populiste, il y a des courants différents qui, à mon avis, ont quand même vocation à se rejoindre et effectivement des tactiques différentes. Après les échecs de Trump, notamment, qui était dans une stratégie très histrionique, très anti-système, on voit qu'il y a une stratégie de certains populistes de se professionnaliser. Je crois que c'est ce qu'a fait notamment Mélanie. Est-ce qu'ils perdent en populisme en se professionnalisant? C'est une vraie question. Est-ce qu'ils perdent en radicalité? Est-ce qu'ils perdent une partie de leur programme? C'est ce dont les accusent ceux qui veulent rester sur une ligne anti-système. Mais ils gagnent aussi peut-être en efficacité et en stabilité. Parce que le défi des populistes, maintenant on sait qu'ils peuvent arriver au pouvoir. C'est aussi d'être crédible. C'est de garder le pouvoir, d'être reconduit, ce que n'a pas été Trump, ce que n'a pas été Boris. Vous vouliez ajouter un mot là-dessus, oui, alors, l'exemple typique, c'est Giorgia Meloni et Fratelli d'Italia. Vous avez raison, quand elle est arrivée en septembre 2022, on a dit c'est les post-fascistes qui arrivent. De post-fasciste, elle a laissé toute sa cargaison et son habit derrière elle. Parce que s'il y a bien une personne qui s'est complètement diluée dans le domaine européen, c'est Si vous allez dire ça en Italie, elle perd les prochaines élections. Non, parce que je pense en effet qu'aujourd'hui, et les sondages le montrent, les gens ont voté pour elle et ne lui en veulent pas d'avoir fait ce qu'elle a fait. Parce que finalement, c'est un principe de réalité. On peut dire, je changerai tout, je ferai mieux moi, etc. Ouais. Ça marche peut-être pendant une campagne électorale, mais après, il y a les réalités. Les réalités internationales, les réalités économiques, et on n'applique pas le programme pour lequel on a été élu. On le sait. Et donc, on déçoit ses électeurs, forcément. Donc, là, pour le coup, elle a apparemment, elle a toujours une bonne cote de popularité en Italie. Et on ne lui reproche pas d'essayer d'avoir dit des choses qu'elle n'avait pas dites pendant sa campagne, et aujourd'hui, elle semble complètement incluse dans le mot. Et ce qui fait une grande différence par rapport avec ID, où en effet, qu'eux, ils veulent casser le jouet, ils veulent le détricoter. On ne sait pas d'ailleurs pour remplacer par quoi. Justement, on en revient quoi. Et ils ne veulent plus par contre quitter de l'Union européenne parce que l'exemple du Royaume-Uni est catastrophique. Quelqu'un qui voulait reprendre le contrôle et regarder la situation économique aujourd'hui du Royaume-Uni, regardez la population qui dit mais si j'avais su, j'aurais pas voté Brexit, et qu'on a en effet le parti qui a mené ce Brexit être dans les sondages très malmené aujourd'hui, et les élections ont lieu à la fin de l'année. Alors on en vient à notre parti sur le programme. Quelle Europe pour ces partis-là? On va d'abord écouter Jordan Bardella qui en donne quelques indices. Au fond, ce que nos dirigeants et l'Union européenne ont provoqué main dans la main, c'est le grand effacement de la France. Un grand effacement qui se traduit par le recul de la France chez elle, sur son propre sol, mais également en Europe et dans le monde. Par le délabrement de l'État, par la dislocation du pays et par-dessus tout par la désunion des Français. Nous pensons même que combattre les dérives de l'Union européenne, c'est précisément sauver l'Europe. C'est pourquoi nous proposons un modèle de coopération alternative, avec un fonctionnement différent. Notre projet de coopération européenne, vous le savez, a un nom, l'Alliance européenne des nations. Il repose sur l'idée que les nations du monde et donc d'Europe ont droit au respect, à la souveraineté, à l'identité, à la continuité historique et bien sûr à la liberté sur des domaines qui relèvent de leurs intérêts vitaux. Paul Lobachet, c'est quoi le programme du RN pour l'Europe? C'est une grande utopie. C'est l'utopie de se dire que Marine Le Pen au pouvoir en 2027, parce que c'est là que ça va jouer, c'est pas aux européennes, sera capable d'enclencher un mouvement au niveau européen
de renégociation de tous les traités qui ont été signés jusqu'à présent et qui lient les États membres à l'Union européenne et donc et qui met en place le fonctionnement de la Commission, etc. C'est pour ça que c'est une utopie. C'est une utopie parce que est-ce qu'elle est toute seule à le vouloir? On ne peut pas renégocier tout seul un traité des accords donc à voilà. 27. Après, ça ne veut pas dire que c'est pas un moteur électoral assez puissant pour elle et qu'il n'y a pas aussi une sincérité idéologique derrière. Marine Le Pen, il y a un retour pour Marine Le Pen profondément souverainiste depuis quelques mois. Oui. En septembre dernier, elle a présenté ce qu'elle a appelé une charte des droits des nations et des peuples, qui veut donner en fait des nouveaux droits aux nations pour pouvoir attaquer juridiquement des entités supranationales. Donc elle a la Commission européenne. Justement, ce rejet des entités supranationales, comment on fait pour être un élu, élu d'un système supranational tout en le rejetant? C'est la grande question. Alors, maintenant, il y a donc la bonne réponse, c'était le Frexit jusqu'en 2017. Oui. Qu'elle a donc abandonné, parce qu'en réalité, le Frexit, c'était la sortie de l'euro, mais c'était un Frexit caché. Donc aujourd'hui, ce n'est plus du tout le discours, ce n'est plus du tout ce qu'elle veut, c'est une renégociation des traités, c'est d'agir de l'intérieur, parce que ce qu'ont compris les lieutenants de Marine Le Pen et l'état-major du RN, c'est qu'il y a une politisation de la Commission européenne, c'est-à-dire qu'il y a une action politique aujourd'hui de la Commission européenne. On voit le mandat de Ursula von der Leyen et derrière tout ce que les autres gouvernants ont voulu imprimer, le pacte vert, le pacte des migrations. Donc c'est-à-dire que s'il y a des changements nombreux au sein des États membres, changement de gouvernants, il peut y avoir une inflexion politique du travail de la Commission, des prérogatives de la Commission. Mais pour l'instant, c'est une utopie, ce qu'elle veut. Quand Jordan Bardella parle de feu vert, feu orange, feu rouge, alors le feu vert, c'est pour Erasmus, la mise en commun des moyens de protection civile, certaines coopérations scientifiques ou industrielles. L'orange, c'est pour Schengen, c'est-à-dire on le réserverait aux citoyens de l'Union, pour le marché unique, mais avec une préférence nationale. Et voilà, le feu rouge, c'est les frontières, l'énergie, la diplomatie, la défense. Pascal Joannin, ça vous inspire quoi, ce programme ? Est-ce que c'est aussi de l'ordre de l'utopie pour vous ? De l'utopie, sans doute, mais surtout, c'est assez révélateur parce que Jordan Bardella, il n'est pas candidat pour la première fois au Parlement européen. Il est là depuis 5 ans. Que n'a-t-il fait ? Enfin, moi, j'aimerais bien que vous l'interrogiez sur le bilan de Jordan Bardella, sur le bilan de sa mandature. Moi qui suis les députés européens depuis longtemps, il ne me paraît pas, sans étiquette politique, parmi ceux des Français uniquement qui ont le plus investi le Parlement européen, ne serait-ce que pour essayer de changer les choses, d'apporter quelque chose, le feu orange, le feu rouge, etc. Enfin, c'est praticable, cette approche-là ? Mais si vous êtes ça correspond à... Mais si vous êtes élu, même quand vous êtes dans l'opposition, on voit bien aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ils sont beaucoup plus batailleurs qu'ils ne le sont au Parlement européen. Donc on a l'impression que le scrutin européen n'est pas majoritaire pour eux. C'est juste une marche qui leur permettrait d'arriver au pouvoir en 2027. Mais bon, ils n'ont pas investi le Parlement européen. Il n'y a pas eu un engagement. Alors après, il y a d'autres députés européens qui se retrouvent aujourd'hui sur le candidat et qui ont, eux, un bilan à défendre, en disant moi, je me suis opposé, ou moi, j'ai fait attention à. Mais vous, qu'avez-vous fait ? Et donc, c'est facile de dire on va changer les choses, mais il n'a rien fait pendant ces 5 ans. Enfin, je veux dire, par là, c'est le bilan, c'est pas de considération politique, c'est juste un bilan factuel. Jordan Bardella, son bilan au Parlement européen, approche du zéro pointé avec une renvoyée de copies et il redouble et il est collé 4 heures. Mathieu Gallard, est-ce que le programme est un élément important dans la motivation de vote des électeurs du RN ? Généralement, c'est pas le programme en tant que tel, c'est effectivement l'idéologie et ce vers quoi ce parti veut entraîner, que ça soit le pays ou au niveau européen. Mais je trouve que est-ce qu'ils arrivent à concilier, à avoir un discours qui permette de concilier des changements profonds à l'échelon européen et en même temps de ne pas casser le jouet totalement? Je pense que c'est pas vraiment comme ça, justement, que les électeurs réfléchissent quand ils font leur choix de vote. Ils vont effectivement réfléchir sur où se positionne le RN, sur les éléments programmatiques qui, eux, les intéressent. Et effectivement, l'électorat de droite radicale, c'est avant tout l'immigration. Mais je trouve que ce que vous disiez, justement, sur ces sujets sur lesquels Jordan Bardella disait feu rouge, feu orange, feu vert est intéressant, parce que ce qu'il garde dans le feu vert, c'est finalement un peu ce qui explique pourquoi le lien entre les citoyens et l'Europe s'est cassé au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'on a vu lors des précédentes élections européennes, 2004, 2009, 2014, une baisse
progressive à chaque fois de la participation. Et en 2019, pour la première fois, il y a eu une hausse, et une hausse vraiment réelle, sensible, plus 9 points. On avait dépassé la barre des 50%. Parce qu'en 2019, il y avait une campagne qui s'était articulée déjà quand même sur des sujets un peu plus concrets, les sujets environnementaux, les sujets sociaux. Et donc c'est vrai que si on ramène l'Europe uniquement à Schengen, à la paix, on ne va pas aller très loin, et en tout cas, ce n'est pas ce qui va mobiliser les électeurs. Là, nous, on voit dans des enquêtes qualitatives qu'on peut mener que là, pour la première fois, les électeurs prennent conscience que l'Europe, elle peut avoir un impact. Elle a eu un impact dans la lutte contre le Covid. Elle a un impact positif ou négatif, parce que ça va dépendre. Ce qu'on lui reproche, c'est parfois d'avoir un impact négatif. Évidemment, mais là, pour la première fois, il y a un vrai impact positif sur des sujets concrets, et ça, quand même, ça peut motiver aussi une partie des électeurs à se rendre aux urnes. Je pense que beaucoup d'électeurs se rendent compte, je parlais du sentiment de dépossession, mais que effectivement l'Europe compte dans le sens où beaucoup de politiques sont décidées en Europe, parfois sans consulter les citoyens, et ils veulent reprendre le contrôle. Donc c'est pour ça aussi qu'ils votent aux élections européennes, même si le Parlement nous raconte pas d'histoire, pas forcément, enfin c'est la Commission qui décide, le Parlement n'a pas tant de pouvoir politique que ça. Je suis d'accord avec Paul, mais je mettrais une nuance sur le fait que Marine Le Pen, c'est utopique de vouloir tout changer. Il y a quand même quelque chose qui est notable, c'est que l'Europe, sans faire injure aux autres pays, c'est la France et l'Allemagne qui sont quand même, qui étaient jusqu'ici les moteurs. Il n'y a pas eu de basculement populiste dans aucun de ces deux pays-là. Le poids cumulé des autres pèse d'un poids réel en Europe. Pèse d'un poids réel, mais on a vu que dans les autres pays, pour le coup, il y a eu des changements, il y a eu des populistes, il y a eu Orban en Hongrie, il y a eu la Pologne pendant. Il y a 5 pays de l'Union européenne où l'extrême droite est partie prenante du pouvoir. Voilà, et ça a infléchi, je pense, les politiques européennes. On parlait de Mélanie, je pense que si elle est toujours populaire, c'est aussi qu'elle a obtenu des résultats. Par exemple, le traité qu'elle a passé avec la Tunisie lui a permis de faire baisser l'immigration de moins 70%. Alors elle a fait effectivement avec une stratégie moins ronde dedans que celle de Salvini, en obtenant des accords avec Ursula von der Leyen, mais elle a changé de l'intérieur. Tout ça pour dire que un pays de la taille de la France et de l'influence de la France qui aurait demain une majorité populiste, je pense que ça change le rapport de force en Europe. Et après, ce que vous avez dit, et qui est très vrai, c'est qu'on se fait élire sur un programme, mais même les électeurs ont intégré qu'une fois au pouvoir, on a des contraintes et que finalement, on est un peu moins radical. Donc c'est plus une philosophie que des promesses concrètes. Donc c'est plus une philosophie, je pense, que défend Marine Le Pen et défendent les partis populistes que quelque chose d'hyper concret. Ils savent bien qu'une fois au pouvoir, ils ne pourront pas tout changer d'un coup de baguette magique. Par contre, le rapport de force sera radicalement différent si un pays comme la France a demain un président de la République, un rassemblement national, c'est une certitude. Je suis d'accord avec effectivement un certain degré de déconnexion entre le programme d'un candidat, d'un parti et ce qu'on attend des électeurs. Après, il peut quand même y avoir des cas dans lesquels ça finit par rompre. Il y a un exemple récent de ce qu'a fait justement Giorgia Meloni, qui a annoncé qu'elle allait régulariser 450 000 sans-papiers dans les 2 années à venir, ce qui fait quand même... Pour des raisons de main-d'œuvre. Voilà, exactement, bien sûr, mais ce qui est quand même relativement orthogonal avec ce qu'elle a annoncé pendant sa campagne en 2022. Et c'est vrai qu'on a vu, là, au cours des dernières semaines, sa cote de popularité commençait à se réduire. Elle a perdu une élection importante, régionale importante en Sardaigne. Alors, voilà, on n'est pas forcément sur une décrue, elle reste à un haut niveau, mais c'est vrai qu'évidemment, quand vous faites des actions sur un sujet extrêmement important pour vos électeurs, complètement contradictoire avec ce que vous avez annoncé, quand même, au bout d'un moment, ça finit par détendre le lien. Paul Lobachet, parmi les feux rouges du RN, il y a la défense, au moment de la guerre en Ukraine et au moment où justement l'Europe essaye de monter en puissance sur ce domaine-là. Il y a la diplomatie, il y a les frontières qui sont censées avoir disparu à l'intérieur de l'UE. Tous les sujets régaliens. Tout ce qui le RN estime être des purs sujets régaliens. Mais est-ce que c'est pas un pont trop loin pour le RN ? Est-ce que c'est... Ils expliquent comment on arrive à ce point ? Pas vraiment. En tout cas, après, c'est très logique par rapport au programme du RN, par rapport à la pensée souverainiste qui est encore présente au RN, de récupérer ce qu'ils estiment être des compétences de l'État, de le ramener à la maison. On maintient Schengen pour uniquement les citoyens européens. À voir comment on fait le tri entre... S'il n'y a pas de frontières et de contrôle, comment on fait le tri entre les citoyens européens et les résidents.
et d'autre part, on renationalise les frontières. Comment on concilie ces deux formules? Je pense que c'est pas ce qu'ils cherchent à expliquer à leurs électeurs, puisqu'ils ont compris qu'en fait, selon eux, tout ce qu'ils ont dénoncé de l'Union européenne jusqu'à présent, c'est peu ou prou révélé juste. Notamment ce qu'ils ont vu avec la crise avec les agriculteurs, sur l'impact normatif de l'Union européenne sur la vie économique française et la vie économique nationale, sur le pacte vert, et donc ils ont compris que, c'est là où ils ont eu la chance et puis parfois un peu de nez, c'est que toutes les failles de l'Union européenne, mine de rien, ce sont les partis populistes qui les ont parfois pointées, à raison ou à tort, mais et ça a permis, en tout cas à leurs électeurs, d'aller vers eux. Donc, est-ce qu'il y a une défense des valeurs morales dans le programme de ces partis, dans la philosophie de ces partis? C'est peut-être une des différences aussi, mais il y a deux différences, qui est la différence stratégique avec une stratégie d'accommodement aux institutions pour ceux qui sont plus proches de Mélanie et une stratégie de rupture pour ceux qui sont plus proches du Rassemblement ou de Salvini. Mais effectivement, la deuxième différence est peut-être sur le plan du conservatisme moral. Un parti comme le Rassemblement national est plus axé sur les questions économiques, sociales. C'est un parti plutôt conservateur, il ne faut pas se leurrer, mais il n'en fait pas le centre de ces combats. Mais on voit qu'en Pologne, sur le mariage homo, en Pologne ou en Hongrie, par exemple, c'est pas le sujet. On réduit le droit, l'accès au droit à l'avortement. Et donc d'autres en Hongrie, en Pologne, en Italie, le mariage homosexuel est remis en cause. Et beaucoup plus sur les valeurs morales et sur des questions identitaires et c'est pas le cas du Rassemblement national. Et c'est moins le cas du Rassemblement national. Est-ce qu'il y a une dimension xénophobe chez ces partis? Pascal Joannin, oui, on voit bien que c'est, en tout cas au Rassemblement national, c'est clair. L'étranger, visiblement, si on pouvait s'en passer, le renvoyer de là d'où il vient, quand on sait d'où il vient. Le paradoxe étant l'exemple italien qu'on a cité. Mais le paradoxe. Mais parce que... Et l'Allemagne d'ailleurs, qui est en train de créer un appel d'air à l'immigration de travail aussi. Tout à fait, parce que vous avez en effet une situation du marché de l'emploi et démographique. Et démographique. Alors la démographie est en baisse dans l'Union européenne, dans tous les pays. La France, qui était la mieux disante, est en train de tomber un petit peu aussi dans ces... Et puis vous avez des emplois qui ne trouvent pas preneur dans les ressortissants nationaux, et donc il faut faire appel à des étrangers pour qu'ils soient servis. Sinon, en effet, il n'y a pas dedans. Donc les entreprises, y compris la Confindustria en Italie, qui est le MEDEF italien, dit mais nous on a besoin en effet de tant de gens. Et donc dans tous les pays, on sait qu'on a besoin de faire venir une partie dedans. Mais la question, c'est de savoir si on s'en tient à ces besoins de migration économique, et là, pour le coup, ça peut être accepté si on l'explique, etc. Et en effet, mettre des bornes pour dire on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme le disait un ancien Premier ministre, et qu'on mette en effet des choses pour éviter ce sentiment d'être assailli et de n'être plus chez soi. Ça, c'est vrai que là, il y a une vraie dimension dans ces partis qui est... Et on voit bien un contre-exemple, vous parliez tout à l'heure de la gauche au Danemark, qui est au pouvoir, la première ministre... Et qui a une politique d'immigration très dure. Elle avait un parti qui était très fort d'extrême droite, proche de Marine Le Pen. Et sur la question migratoire, a pris le taureau par les cornes et a changé complètement son fusil d'épaule. Résultat, la question migratoire est tenue au Danemark par le Parti social-démocrate, avec en effet cet appel de besoin pour les... Et en effet, le parti d'extrême droite est tombé à moins de 5%. C'est l'antidote? C'est l'antidote au succès électoral de ces... Oui, mais ça veut dire que les partis de centre-droit deviennent des partis populistes. C'est pas... Très concrètement, aujourd'hui, la gauche danoise... On peut devenir un parti populiste... Une partie plus à droite... Sans un leader populiste? Oui, je pense que c'est aussi... Et c'est une évolution du paysage politique. On voit, même Emmanuel Macron, il se proclamait roi du libre-échange. Aujourd'hui, il parle de souveraineté européenne. Donc ça fait même évoluer... la montée des populistes fait évoluer le discours des partis de centre-droit et de centre-gauche. Mais il faut bien savoir qu'au Danemark, sur l'immigration, la politique qui est menée est peut-être plus dure que celle de Mélanie en Italie. Et il y a beaucoup de partis de gauche, pour abonder dans votre sens. Enfin, au cœur de la réflexion danoise,
Konrad, c'était faudra peut-être choisir entre notre système social, justement, et une immigration... C'est-à-dire qu'au nom de la défense du système social, valeur de gauche, on défend une politique d'immigration qu'on peut qualifier de très à droite. De très à droite, exactement. Et c'est un peu aussi... Marine Le Pen a un peu cette équation là aussi, un discours social. C'est une exception, le Danemark, dans le reste de l'Europe, Mathieu Gallard. Bon, déjà, le Danemark, il est un peu pris comme un totem. C'est quand même un totem à manier avec précaution, parce que déjà, là, aujourd'hui, au Danemark, on a une coalition entre les sociodémocrates et le centre-droit, ce qui explique déjà peut-être en partie le positionnement des sociodémocrates danois. Et puis, d'autre part, certes, le parti d'extrême droite a régressé, mais il y a eu une myriade de nouveaux petits partis d'extrême droite qui font tous 4, 5, 6%. Donc, si vous les mettez tous ensemble, on ne peut pas dire que l'extrême droite n'existe plus au Danemark. Bon, voilà, cela étant dit, c'est effectivement un exemple qui, malgré tout, est effectivement réfléchi, débattu dans un certain nombre de partis. Quand j'ai utilisé l'expression d'antidote sur l'immigration, ça suffit pas. Mais en fait, la difficulté pour le centre-gauche, la gauche de manière générale, c'est qu'elle a quand même un électorat qui, de manière structurelle, est quand même plutôt, non pas forcément favorable à l'immigration, mais qui, du coup, en tout cas, refuserait favorable à la diversité. Voilà, en tout cas à la diversité. Donc c'est vrai que si des partis, des leaders de centre-gauche prennent un tournant totalement opposé, naturellement, une partie de cet électorat de gauche va essayer de trouver une alternative. Donc je ne suis pas sûr que ça soit la panacée pour la gauche, cette stratégie. Il ne faut pas oublier que dans la législation la législature qui se termine, il y a en effet un pacte asile-immigration qui a été négocié depuis 4 ans, qui a été dur à mettre en œuvre, pour lequel le Parlement européen, monsieur, a un pouvoir, puisque si la Commission, en effet, a le monopole de l'initiative, c'est pas elle qui vote, c'est la Chambre élue par les citoyens et le Conseil qui est représenté par des ministres. Et on a eu en effet un accord qui s'est fait en décembre, et probablement ça va être le dernier texte qui va être voté par ce Parlement-là sortant, et ça change. Et là, pour le coup, sur ce terrain où, en effet, la question migratoire est tenue par, en effet, une partie des partis d'extrême droite, on les a pas beaucoup entendus sur ce pacte asile-migration qui va sérieusement changer la façon dont, en effet, dans les États membres, on va traiter ces questions, puisqu'on va mettre, en effet, une réflexion européenne pour savoir quels sont les besoins, quels sont les pays dont on veut... Le Fidesz est contre, le Fidesz est à part, et on reviendra sur le Fidesz après. Les mouvements de droite, l'extrême droite ne sont pas enthousiastes sur ce pacte immigration. Oui, mais Mme Meloni, elle a très bien compris, elle a très bien compris l'avantage du pacte migratoire. Et vous souvenez-vous de la photo où elle est avec von der Leyen à Lampedusa, où elle est allée avec von der Leyen en Tunisie, avec le Premier ministre néerlandais qui est libéral, dont on dit qu'il va avoir un autre futur, d'autres fonctions. Donc, si vous voulez, elle a très bien compris. Ce n'est pas le cas de l'idée. Il nous reste que 5 minutes, alors je voudrais qu'on passe à l'aspect international de la vision de ces partis, en particulier vis-à-vis de Poutine. Il y a le vieux reproche, le vieux procès en pro-poutinisme qui est fait au Rassemblement national. Est-ce qu'une montée en puissance à l'échelon européen de tous ces partis souverainistes serait une bonne nouvelle pour la Russie de Poutine ? Ça dépend dans quel pays, parce que autre fracture, je trouve, entre certains partis du groupe ECR et certains partis du groupe ID, c'est Poutine. Encore une fois, l'Italie... En fait, c'est le rapport à Poutine et le rapport aux États-Unis, qui en fait est un peu lié en fait à chaque fois. L'Italie de Mélanie reste très atlantiste. Et atlantiste, les Polonais... Et pro-Ukraine. C'est un peu la ligne de partage qui est la majeure. C'est-à-dire qu'on voit en effet ces deux groupes progresser. Ces deux groupes progresser, c'est vrai, vous avez dit. Ils progressent, mais ils ne peuvent pas s'unir. Parce que sinon, en effet, ils deviendraient peut-être le principal groupe. Mais sur ces questions, il y a de vrais sujets. Il y a le sujet, en effet, du soutien à l'Ukraine, en effet, de la relation avec la Russie de Poutine. Et on voit qu'en effet, il y a Salvini, Marine Le Pen, un certain nombre de gens sont vraiment pro-Poutine. Et puis, vous avez en effet la relation avec les États-Unis. On sait qu'il y a des élections aussi aux États-Unis à la fin de l'année. Et qu'est-ce qu'ils ont avec Poutine, ces partis ? Mais si je peux quand même... Mathieu Gallard. Le groupe ECR était effectivement vu comme le groupe atlantiste, alors que le groupe ID était vu comme le groupe pro-russe. Mais on a vu récemment que quand Reconquête, qui a quand même des positions plutôt ambiguës, en tout cas sur le sujet... Oui, mais bon, en tout cas, ils ont dit qu'ils allaient accéder, et désormais, ils font partie du parti au niveau européen. Donc c'est vrai que ça vient un peu mettre un coin dans cette division qui est peut-être un peu simpliste entre les deux groupes, même si c'est vrai que néanmoins, la division s'articule aussi autour de ces questions internationales. Et c'est un vrai sujet pour
pour le Fidesz, parce qu'on a parlé tout à l'heure du Fidesz qui a quitté le PPE depuis 2019, donc qui est parti chez les non-inscrits, qui a 13 élus sortants aujourd'hui. Donc 13, si on remettait le camembert que vous avez sorti tout à l'heure, ça veut dire qu'en fonction de là où il irait, il y aura un des deux groupes qui serait devant l'autre. Là, on a vu que dans vos projections, c'était ECR qui l'emportait de peu devant ID. Et en effet, monsieur Orban tape à la porte de ECR. Mais pour l'instant, Madame Meloni n'en veut pas. Elle n'en veut pas jusqu'au scrutin européen, parce qu'elle n'a pas du tout envie. Si après, ça la faisait grimper énormément, vous avez également un opportunisme électoral de dire « Ah ben tiens, je passe devant l'autre. Ouais. » Parce qu'il va certainement faire le même score et donc avoir ses 13 élus. Et donc, ça diminuerait le nombre de non-inscrits. Et c'est vrai, la vraie question. Parce qu'il n'a pas très envie d'aller avec Marine Le Pen, même si en effet, il partage quelque chose sur la Russie. Un mot sur une éventuelle élection de Trump. Est-ce que ce serait un boost pour l'international des illibéraux? Ça serait la confirmation, et c'est ce que je crois, c'est que ce mouvement populiste n'est pas un accident de l'histoire. Quand on écoute beaucoup de commentateurs, on pense qu'à chaque fois, Trump, voilà, il a été élu un peu par hasard. Quand c'est Meloni, elle a été élue un peu par hasard. Je crois que ça répond vraiment à une demande. Je parlais de révolte des classes populaires et moyennes occidentales. Je crois que c'est une réponse politique qui va s'inscrire dans la durée. Qu'en réalité, entre l'OCR et ID, il n'y a pas tant de différence, que là, ils sont en concurrence parce que ce sont les élections, mais ils peuvent tout à fait s'entendre le jour où ils sont au gouvernement ensemble, et que maintenant, l'enjeu pour les populistes, c'est de conserver le pouvoir, pas seulement de gagner des élections, mais de s'inscrire dans la durée. Et d'ailleurs, peut-être la vraie différence qu'il y a entre Meloni et Marine Le Pen, c'est que l'une est au pouvoir et cherche à être réélue, et l'autre n'est pas au pouvoir et peut se permettre d'avoir un discours un peu plus anti-système. Vous sous-entendez qu'elles s'entendraient mieux si elles étaient l'une et l'autre au pouvoir? Je pense tout à fait, oui. Oui. Est-ce que... Après, il y a des... Je vois... pas du tout. Paul Lobachet, vous avez des doutes? Il y a des désaccords peut-être humains entre les deux, mais je crois qu'il n'y a pas de... Il y a une différence de degré dans la politique qui est menée. Est-ce que pour Marine Le Pen... Idéologiquement, il n'y a pas des différences fondamentales. Est-ce que ce serait quand même pour Marine Le Pen un précédent si Trump est à nouveau élu en 2024, dans la perspective de 2027, est-ce qu'elle le voit comme ça? C'est à double tranchant, parce qu'en réalité, est-ce que l'élection de Trump en 2016 a été bénéfique à Marine Le Pen? Pas forcément, parce que ça a réveillé des angoisses par rapport à un certain électorat sur le chaos qu'un populiste amène quand il arrive au pouvoir, la déstabilisation des relations internationales, des rapports internationaux. Il n'y a pas d'affinité particulière? En réalité, Marine Le Pen, elle est complètement anti-américaine. Donc, elle n'a pas d'affinité avec un élu américain. Quel que soit l'élu. Voilà. Donc, il y a peut-être plus d'affinité avec quelqu'un qui est isolationniste, populiste, et qui, en fait, veut retirer les États-Unis des affaires du monde. On va finir, puisqu'il nous reste une minute avec un petit quiz sur la table. Est-ce que une montée en puissance des mouvements souverainistes, est-ce que c'est un danger pour l'Europe? Est-ce que c'est un danger pour la démocratie, selon vous? Mathieu Gallard, rapidement. Oui, non. Alors là, oui, non. On verra. Moi, Alexandre Devecchio. Je dirais que c'est une chance pour la démocratie, parce que dans la démocratie, il y a du clivage. Il me paraît malsain que le centre-gauche et le centre-droit gouvernent d'élection en élection. Il faut une alternance dans toute démocratie. Et on a vu, vous parliez du pacte migratoire, que ça a fait bouger les choses à l'intérieur de l'Europe. Donc, pour que les demandes de citoyens trouvent une forme de réalisation, je pense que ça peut être une chance de revivifier la démocratie. Pascal Johannin, un risque pour l'Europe, un risque pour la démocratie? Moi, je pense que c'est un avertissement sain, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. On a vu les partis diminuer, les partis forts, enfin, les partis du centre, et donc les autres mondes. Et donc, si on veut que ça ne submerge pas dans le futur, il faut donc en effet reprendre les choses en main et faire des choses qui soient bonnes pour les citoyens. Paul Lobachet, le mot de la fin. C'est un changement sociologique, électoral en fait, le populisme. C'est bien ça pour l'Europe? C'est un changement. Et en réalité, si l'Europe veut continuer à l'être... Le journaliste qui ne prend pas de risque. Exactement. Elle doit changer pour pouvoir prendre ce Merci beaucoup à tous les quatre. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous nous retrouvez tous les mardis soirs sur le Figaro TV à 22h30. Je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine.